Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 6 février 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Heureux d'être avec toi, Nima. Laissez-moi commencer par l'un des moments les plus tristes pour moi. Lorsque je suis venu en Iran, j'étais en contact avec Graham Fuller, car il se préoccupait de l'avenir de la région et des changements en cours ici en Asie de l'Ouest. Nous avons beaucoup parlé de ces questions. Il a été l'un de mes invités les plus proches sur ce podcast. Chaque fois que nous échangions, en coulisses et après les entretiens, nous abordions de nombreux sujets. Puis, il est décédé. C'est toi qui m'en as informé. C'était tellement triste à entendre. Eh bien, j'ai connu Graham Fuller pendant de nombreuses années, même si ce n'était que superficiellement. Nous nous sommes croisés lorsque nous servions tous deux au sein du gouvernement. Je savais bien qu'il avait écrit plusieurs romans, et dans ces romans, les éléments autobiographiques, à peine dissimulés, montraient très clairement que Graham était un homme de conscience. À la CIA, il a servi un temps comme officier traitant, c'est-à-dire qu'il gérait des agents. Et bien sûr, le rôle d'un officier traitant dans n'importe quel service de renseignement est de persuader des personnes appartenant à une autre société ou à un autre gouvernement de commettre un acte de trahison, d'être déloyal envers leur propre société et leur propre gouvernement, pour une raison ou une autre. Je veux dire, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens trahissent. Certains veulent simplement de l'argent. D'autres croient en un projet ou en une idéologie qu'ils souhaitent faire progresser. D'autres ne sont simplement pas d'accord avec la politique et veulent la changer, tout en imaginant pouvoir le faire en s'associant à un service de renseignement étranger. Eh bien, Graham en est venu à la conclusion, c'était un homme très éthique, que sa conscience ne lui permettait pas d'assumer ce rôle. Il est alors devenu analyste, et il était brillant dans ce domaine. Comme vous l'avez indiqué, il avait un large éventail d'intérêts. Ils allaient de l'Asie occidentale, il était officier de langue turque, jusqu'à la Chine, où il avait également exercé certaines fonctions. Dans ces dernières années, il a quitté les États-Unis. Il s'est d'abord installé à Vancouver, au Canada, puis à Montréal, au Québec, et il y menait une vie agréable. Puis il est tombé malade. Je crois que ses filles étaient à ses côtés lorsqu'il est décédé. Ce fut une surprise et une grande tragédie, à mon avis. Mais je suis d'accord avec vous. C'était quelqu'un qui mérite d'être rappelé, et rappelé avec respect. Nous savons que l'une de ses principales préoccupations était son amour pour les États-Unis d'Amérique. Il voulait que les États-Unis deviennent un meilleur pays, meilleur, vous savez, sur le plan économique et en ce qui concerne leur rôle de superpuissance, afin d'être mieux placés pour faire face à d'autres questions, ces questions géopolitiques. L'un des sujets dont nous avons parlé avant son décès, avant que tout cela n'arrive, concernait son inquiétude à propos de l'Asie de l'Ouest. Nous savons qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, des négociations ont lieu à Oman. D'un côté, on parle de ces négociations, et quelque chose de nouveau s'est produit cette fois-ci. Jared Kushner a rejoint l'équipe de Trump. La même chose s'est produite dans le cas de l'Ukraine. D'un autre côté, les médias israéliens affirment qu'il pourrait s'agir d'un piège, d'un nouveau piège tendu à Poutine, pour tenter de convaincre les Iraniens que les États-Unis ou Donald Trump cherchent à négocier avec eux, puis à attaquer l'Iran. Quelle est votre perception? Quelle est votre opinion sur ce qui se passe en ce moment? Eh bien, je pense que Donald Trump ne sait pas ce qu'il veut, ni pourquoi il fait ce qu'il fait. Il n'y a aucun processus politique à Washington. Il n'y a pas de stratégie élaborée. Il s'est entouré de béni oui-oui.
Il n'est pas clair pour moi que même les militaires, qui ont l'habitude de dire la vérité au pouvoir, le fassent encore. Il s'est donc engagé dans une démonstration de force dirigée contre l'Iran et je ne pense pas que cette armada puisse servir à quoi que ce soit, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, revenons en arrière. Quels sont les objectifs déclarés? L'un d'eux consiste en fait à rétablir le JCPOA, à conclure un accord sur les questions nucléaires. Eh bien, il y en avait un, et il l'a déchiré. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un en Iran croirait que s'il signait un autre JCPOA, il tiendrait parole. Il change d'avis et de discours avec une fréquence peu commune. La deuxième considération. Évidemment, ce qui se cache derrière tout cela, c'est que l'un des objectifs déclarés est d'une manière ou d'une autre d'aider les manifestations en Iran, les manifestants, à affronter le gouvernement et à le forcer soit à se réformer, soit à être renversé. J'y reviendrai. Il n'existe aucun moyen pour une force militaire d'y parvenir, sauf en poursuivant la même stratégie. Que signifie poursuivre la même stratégie? Cela signifie rendre la vie des Iraniens si misérable qu'ils estiment n'avoir d'autre choix que de changer de régime, soit par la réforme, soit par le renversement. Mais le bilan à cet égard est très clair. Si l'on confronte les Iraniens de cette manière, ils se rassemblent derrière leur pays. Vous avez mentionné que Graham Fuller était un Américain très patriote. C'était un dissident. Il ne croyait pas en ce que le gouvernement américain fait aujourd'hui, et d'amis, ni sur le plan intérieur, ni à l'étranger. Beaucoup d'Iraniens se trouvent probablement dans la même situation vis-à-vis de leur propre gouvernement. Mais on ne peut rien faire d'utile en bombardant l'Iran. Donc c'est une erreur. Ensuite, nous en venons à l'objectif non déclaré mais évident de tout cela, qui est de raser chaque pays qui s'oppose à Israël en Asie occidentale, afin de faire d'Israël l'hégémon incontesté de la région. Et l'Iran est le principal obstacle à cela. En somme, les États-Unis sont utilisés par Israël pour servir les intérêts israéliens. Ou peut-être que ce sont les sionistes aux États-Unis qui utilisent le pays pour soutenir les objectifs d'Israël. Ou peut-être que ce sont les États-Unis qui utilisent Israël d'une certaine manière. Je ne sais pas. Mais le fait est que le véritable objectif, c'est le changement de régime. Et on ne peut pas y parvenir avec une armada au large des côtes d'Oman, là où déroulent les négociations. Cela m'amène aux négociations. Les personnes du côté américain de ces négociations, Witkoff, Kushner et ainsi de suite, ont un bilan irréprochable d'échecs. Ils n'ont rien accompli dans aucune des négociations auxquelles ils ont participé. Il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza. Il n'y a pas de retrait israélien. Il n'y a pas de désarmement du Hamas. Il n'y a pas de gouvernement à Gaza. L'idée d'un projet immobilier à Gaza, proposé par Jared Kushner, est absurde. Cela n'arrivera jamais. La force internationale censée être présente à Gaza était une fiction. Personne ne veut rejoindre une force destinée à empêcher l'autodétermination palestinienne. La guerre en Ukraine, même équipe, même résultat. Si c'était du baseball, je dirais qu'ils ont une moyenne de 0. Ils n'ont aucune réalisation d'importance. Et les voilà à Mascate. La dernière fois qu'ils étaient censés aller à Mascate, bien sûr, c'était une couverture pour une attaque surprise contre l'Iran. Et vous avez tout à fait raison. La presse israélienne s'en souvient, je pense, avec approbation plutôt qu'avec désapprobation. Ils espèrent qu'un événement similaire se reproduira. Mais laissez-moi enfin en venir à ce que je pense avoir pu se passer. Il y a eu un accord à Mar-a-Lago entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump sur un certain nombre de points. L'un d'eux concernait un contrat de vente d'armes pour une valeur d'environ 6 milliards de dollars d'équipements essentiellement liés au combat terrestre. Cela n'a rien à voir avec la situation iranienne. Je pense qu'ils ont également convenu d'attaquer l'Iran. Et puis, attendez une minute. Netanyahou est probablement rentré chez lui et a parlé à ses militaires, qui sont des gens intelligents, et ils ont dit
Si nous faisons cela, nous allons en payer un prix terrible. And they said, if we do this, we're going to pay a terrible price. We could not stop Iranian missiles at the end of the... Nous n'avons pas pu arrêter les missiles iraniens à la fin de la soi-disant guerre de 12 jours en juin, et les Iraniens dévasteraient Israël avec une contre-attaque de missiles. C'est bien sûr exactement ce que l'Iran affirme. Et je sais que vous êtes toujours en Iran. Vous avez eu des contacts avec Press TV. Press TV a été très clair dans sa propagande. L'Iran répondrait à une attaque des États-Unis par un énorme barrage, peut-être jusqu'à 2000 missiles lancés simultanément, afin de submerger les défenses israéliennes et de dévaster Israël. Face à cela, ils ont accepté de reporter les choses. Ils ont fait venir l'Abraham Lincoln depuis la mer de Chine méridionale et ont déployé le THAAD, le système de défense de zone à haute altitude, en Israël. Ils ont renforcé les capacités de défense d'Israël. They've beefed up Israel's defense capabilities, and there they are. But they haven't. Et les voilà. Mais ils n'ont pas modifié l'équation fondamentale. Donc je soupçonne, je peux revenir sur ce point, que Donald Trump s'est lui-même acculé dans un coin. Il n'y a pour lui aucune issue évidente à cette situation. Il a menacé d'attaquer l'Iran. S'il le fait, les conséquences seront désastreuses pour lui et pour les Israéliens qu'il sert en réalité par ce déploiement et ces menaces. Alors, comment tout cela se termine-t-il? Je n'en sais rien. J'espère que quelque chose sortira de la réunion à Mascate. Mais là, je dois dire que la partie américaine formule des exigences absolument irréalisables. L'Iran ne va pas ramener son enrichissement à zéro. L'Iran ne va pas démanteler sa force de missiles et se rendre sans défense face à Israël. L'Iran sait très bien ce qui se passerait s'il faisait cela. Il pourrait demander aux Syriens ce qui arrive quand on est désarmé et qu'on vit à côté d'Israël. Donc, l'Iran ne va pas rompre ses liens avec les différents éléments de la résistance dans la région face à l'hégémonie israélienne, que ce soit le Hezbollah, le Hamas, le Yémen, ou vous savez, les Houthis ou d'autres. Je pense que M. Trump s'est créé un dilemme. Et maintenant, le fait que cela se produise, alors que la direction iranienne est confrontée à d'énormes problèmes de troubles intérieurs et d'agitation au sein de la société iranienne, il n'y a plus de consensus en Iran sur quoi que ce soit, rend la situation très instable. Mais je pense que si M. Trump attaque, il clarifiera la situation, non pas contre le gouvernement, mais en sa faveur. Je ne vois pas en quoi tout cela a du sens, et je suis simplement perplexe. Comment sortons-nous de cette situation? Quel est le résultat de ce qui s'est déjà passé? En Iran, autour de l'Iran, avec Israël, entre les États-Unis et Israël. Et bien sûr, il y a les pays arabes du Golfe qui se sont pour la plupart rangés du côté de l'Iran. N'attaquez pas l'Iran, ont-ils conseillé. N'utilisez pas notre espace aérien. N'utilisez aucune base sur notre territoire pour attaquer l'Iran. Le résultat net de tout cela est donc d'accentuer encore la fracture entre les États-Unis et leurs partenaires arabes du Golfe. Je ne pense pas que cela renforce les relations avec Israël. Cela ne semble rien offrir à l'Iran non plus. Alors, où allons-nous? Je n'en sais rien. Désolé pour cette longue digression, mais je suis très déconcerté. Oui, c'est la même chose ici, monsieur l'ambassadeur, parce que le gouvernement ne sait pas ce qui se passe dans l'esprit de l'administration Trump. Après tout, les militaires et les services de renseignement, quoi qu'ils disent dans les médias nationaux, ne sont pas optimistes quant à la possibilité de discussion avec l'administration Trump. Ils affirment qu'il n'en sortira rien, que ce n'est qu'une perte de temps, une perte d'effort de négocier avec eux. D'un autre côté, vous voyez le gouvernement, vous savez, il veut garder la porte ouverte. Il veut parler, il veut négocier. C'est une posture politique de la part du gouvernement. Et ce sont des diplomates, c'est ainsi qu'ils communiquent.
C'est pourquoi, jusqu'à présent, ils ont essayé de convaincre les gens, surtout ceux qui croient que les États-Unis pourraient attaquer de nouveau, que ce type de négociation ne change rien. Ainsi, au lieu de discuter avec l'administration Trump, il faut être aussi prêt que possible à répondre à toute attaque. L'autre point, Monsieur l'ambassadeur, concerne ce qui se passe dans l'esprit des Américains. Quels sont les principaux objectifs de l'administration Trump, de ces personnes? Aujourd'hui, en fait, nous avons vu non seulement Jared Kushner, mais aussi le commandant du CENTCOM américain rejoindre la délégation à Moscou. Et il semble que l'une des choses qu'ils demandent soit que l'Iran limite ses exportations de pétrole vers la Chine. Al Jazeera en a parlé. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand on regarde ce qui s'est passé au Venezuela, parce que je pense que tout ce qu'ils font au Venezuela n'atteindra pas la Chine, et qu'en ce moment, il semble que dans ces négociations, ils cherchent cela en marge de leur plan. Ils le recherchent. Mais l'Iran ne va pas, d'après ce que je vois ici, en parlant avec des responsables et avec les médias, renoncer à l'enrichissement sur le sol iranien. Les missiles balistiques, ils ne vont pas négocier sur les missiles balistiques. C'est vraiment lié à l'existence même de l'Iran, car s'ils abandonnent leurs missiles, ils vont tout détruire ici en Iran. Et ce sont des questions non négociables pour les Iraniens. D'accord, je pense que nous sommes d'accord. Mais, vous savez, il y a ici un autre objectif sous-jacent de la part de l'administration Trump, qui est un objectif personnel du président Trump. Il veut être le dictateur mondial. Il veut essentiellement que tout le monde fasse ce qu'il leur dit de faire et que quiconque ne le fait pas soit puni. Toute la rhétorique autour du Venezuela tourne autour de cela. Maintenant, il propose de renverser le gouvernement de Cuba, ce que plusieurs administrations américaines successives ont voulu faire. Ce n'est pas facile. Il veut renverser le gouvernement en Iran. Il croit, vous savez, le jeune Shah, qui est parti en Israël et qui est devenu, en gros, un agent ouvertement déclaré d'Israël. Pourquoi quelqu'un imaginerait-il que cela séduirait les Iraniens? Ces Iraniens qui ont crié son nom disent simplement qu'ils n'aiment pas le gouvernement actuel et qu'ils veulent quelque chose de différent. Ils ne veulent pas de lui. Donc, il n'y a pas... Désolé de vous interrompre, monsieur l'ambassadeur, mais lorsqu'ils parlent de ce genre de motivation, ils font en réalité référence aux difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés. Bien sûr, et ils ont tout à fait raison de manifester. Mais je ne vois pas ce que... Enfin, tout d'abord, il est assez clair que le gouvernement de Téhéran n'a pas de solution pour relancer l'économie dans les circonstances actuelles. C'est une raison de se réunir à Mascate pour essayer d'obtenir un certain allègement des sanctions. Mais l'idée que l'Iran accepterait que les États-Unis lui dictent où vendre son pétrole est ridicule. Cela reviendrait à réduire l'Iran au rang d'un satellite des États-Unis. Cela nierait la souveraineté de l'Iran tout autant que celle du Venezuela a été niée. Ainsi, la chose la plus importante, l'intérêt suprême de tout pays, est de protéger son identité nationale et sa fierté. L'Iran est dans une situation terrible, mais il n'est pas prêt à plier le genou devant Donald Trump. Je ne sais donc pas ce qui ressortira de ces discussions à Mascate. Mais je pense que l'administration Trump s'est mise dans une position difficile. Je ne pense pas qu'elle puisse en sortir gagnante. Le camp iranien ne peut probablement pas gagner non plus. Donc Israël ne peut pas gagner. Je pense que c'est une situation perdant-perdant que nous avons créée. Et je ne suis pas particulièrement un partisan du gouvernement iranien, mais j'ai de la peine pour eux. Ils ont très peu de choix, pas beaucoup d'options. Et clairement, comme vous l'avez dit, s'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes économiques, il y a très peu de bases pour la paix intérieure en Iran. Donc bref, à ce stade,
je ne pense pas que nous sachions ce qui sortira de Mascate, si tant est qu'il en sorte quelque chose. Mais je ne pense pas que ce sera un autre JCPOA. It isn't going to be another JCPOA, I don't think. Yeah. How did you Comment avez-vous trouvé la position des États arabes? Nous savons qu'ensemble, ils ont essayé de faire quelque chose pour rapprocher les États-Unis et l'Iran. D'un autre côté, la Turquie faisait la même chose. Well, I think people in the region Eh bien, je understand pense que les habitants de la région comprennent très bien à quel point une nouvelle guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran pourrait les affecter. Les Turcs ont redéfini leur sphère d'attention pour y inclure l'Asie occidentale, la mer Rouge et la Corne de l'Afrique. Et bien sûr, ils entretiennent une relation historique avec l'Iran, comme on peut le constater à Istanbul et à Ankara. Ainsi, la Turquie a joué un rôle très actif auprès des Arabes, malgré le fait que les Turcs et les Arabes aient de nombreuses différences, des différences idéologiques et politiques. Ideological differences, political differences. They all agreed. We don't want another Israeli Ils attack étaient on tous d'accord. Iran. Vous savez, nous ne voulons pas d'une nouvelle attaque israélienne contre l'Iran, ni directement de la part d'Israël, ni indirectement par les États-Unis. Et donc, je veux dire, ils comprennent cela très bien. Bien sûr, une partie de la question concerne les menaces iraniennes de leur faire subir des choses qu'ils ne veulent pas voir arriver. Détruire leurs installations pétrolières ou bombarder leurs bases ou quelque chose de ce genre. Mais je pense que ce n'est pas tant la peur de cela que plus généralement, la reconnaissance du fait que, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Boussaïdi, Israël est la source d'instabilité dans la région, et non l'Iran. L'Iran a peut-être été autrefois une source d'instabilité lorsque la révolution était jeune et que les Iraniens voulaient exporter ce système de gouvernement, mais cela appartient depuis longtemps au passé. But that's long in the past. Iran is not trying to export its system of government. L'Iran n'essaie pas actuellement d'exporter son système de gouvernement. Et même s'il le faisait, les difficultés internes qu'il connaît en Iran rendraient cette tâche très difficile. Je veux dire, qui voudrait être comme l'Iran? L'Iran est misérable. Donc je suppose que la dernière ironie ici, c'est que le président voulait en réalité une ouverture très différente vers l'Occident et une réconciliation avec les voisins. Il a obtenu cette réconciliation avec les voisins principalement à cause de la menace que représentent Israël et les États-Unis pour eux. Et donc je pense que l'on a vu la coalition de l'Iran et de ses voisins arabes de l'autre côté du Golfe Persique essentiellement se rassembler. Évitons une guerre. Mais vous savez, vous avez raison. Au final, l'Iran n'a pas le choix. But, you're right. In the end, Iran has no choice. It has to prepare itself for the possibility there will be. Elle doit se préparer à la possibilité qu'il y ait une guerre. Et il semble qu'elle dispose d'une dissuasion crédible. Bien sûr, la dissuasion ne concerne pas les armes. La dissuasion se joue dans l'esprit des acteurs impliqués. Ainsi, si Israël comprend que l'Iran pourrait le mutiler, le blesser très gravement, alors Israël pourrait être dissuadé. Si les États-Unis comprennent que dans une guerre contre l'Iran, ils pourraient perdre de très nombreuses vies, non seulement sur les bases de la région, mais peut-être sur l'Abraham Lincoln, alors le calcul est différent. Vous savez, la question ici est de savoir si l'Iran est encore prêt à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ce qu'il a fait, c'est répondre de manière très mesurée aux attaques et provocations d'Israël. Il n'a pas visé d'installations civiles en Israël. It has not targeted civilian installations in Israel. It targeted military and intelligence facilities. Elle a visé des installations militaires et de renseignement. Occupied Elle n'a pas mené de frappe contre une base occupée par les Américains, sauf de manière symbolique, lorsqu'elle a tiré un missile sur Al-Udeid au Qatar, mais elle l'a fait de façon à ce que personne ne soit tué. Est-elle prête à continuer ainsi? Je pense que la question est de savoir si la patience a atteint ses limites à Téhéran. Et peut-être que oui, car le pays est en proie à des manifestations qui, aussi légitimes soient-elles,
ont été habilement exploités par des forces étrangères. Et maintenant, une armada américaine est stationnée dans la mer d'Arabie ou le golfe d'Oman. Tout cela est donc assez tendu et difficile, n'est-ce pas? Je crois qu'il est très facile de comprendre pourquoi la Turquie et les pays arabes ont tant cherché à éviter une guerre. Et la Chine et la Russie alors? Vous savez, pendant la guerre en Ukraine, il y a eu un moment, vous vous en souvenez, nous en avions parlé, où le président russe est allé en Chine et ils se sont embrassés. Et vous aviez mentionné que cela avait une signification particulière dans la relation entre la Russie et la Chine. Maintenant, quand on voit le chef du Conseil de sécurité iranien, à mon avis, la personne la plus proche en ce moment du guide suprême iranien, se rendre en Russie, parler directement avec Vladimir Poutine et transmettre un message du guide suprême d'Iran au président russe. Que pensez-vous qu'il se passe dans la relation entre les deux pays? Eh bien, je pense qu'ils sont très différents, même s'ils partagent un intérêt commun pour le soutien à l'intégrité territoriale et à l'indépendance de l'Iran. Dans le cas des Russes, ils avaient proposé au gouvernement iranien, avant la dernière guerre, de renforcer les défenses aériennes de l'Iran. L'Iran, pour ses propres raisons, avait décidé de ne pas accepter cette offre. Je pense qu'il l'a désormais acceptée. Ainsi, les Russes sont un fournisseur important d'armes pour l'Iran, et l'Iran est devenu une source importante de technologie de drones pour les Russes. Il existe donc ce partenariat qui est historique, car historiquement, l'Iran et la Russie ont toujours été en désaccord. Ils ont maintenant été rapprochés par la combinaison des politiques américaines et israéliennes. La Chine est un peu différente. Elle est souvent mal représentée dans la presse occidentale. On dit qu'elle soutient les Russes en Ukraine parce qu'elle leur fournit des pièces de drones et diverses technologies. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'elle vend aussi les mêmes produits à l'Ukraine. Vous savez, 90% ou plus des drones ukrainiens sont fabriqués à partir de pièces provenant de Chine. Ainsi, à tout moment, il y a une délégation ukrainienne dans le sud de la Chine et une délégation russe, et toutes deux achètent de la technologie. La Chine affirme donc essentiellement qu'elle n'est pas un belligérant. Elle ne compte pas s'impliquer directement. Il en va de même pour l'Iran. La Chine n'étendra pas sa protection à l'Iran. Elle sera heureuse de soutenir l'Iran dans la mesure où l'Iran souhaite son soutien, avec la technologie, l'armement et sur le plan politique au Conseil de sécurité. Mais elle n'enverra pas de troupes et ne contre-attaquera pas les États-Unis ou Israël. Ainsi, l'Iran a des amis, mais pas des alliés. Ils ne sont pas engagés à défendre l'Iran. Et nous en sommes là. Bien sûr, il existe une certaine tension dans la relation entre les États-Unis et la Chine en raison du désir américain de couper la Chine de différentes chaînes d'approvisionnement, et ainsi de suite. Vous avez mentionné l'effort apparent visant à mettre fin aux ventes de pétrole iranien. Les États-Unis mènent donc une guerre économique contre la Chine, et certains Américains se demandent ensuite pourquoi les Chinois ne considèrent pas cela comme amical. Donc, je veux dire, les Chinois peuvent probablement sympathiser avec l'Iran en ce qui concerne l'application des sanctions et leurs objectifs très flous. Que devrait faire la Chine? Je suppose qu'elle est censée retourner dans les grottes de Yan'an et, vous savez, abandonner son armement moderne, la même chose qu'on semble demander à l'Iran. En gros, désarmez-vous pour que nous puissions faire de vous ce que nous voulons. Non, ce n'est pas une position attrayante. Donald Trump est censé se rendre à Pékin en avril. Il n'y a eu aucune confirmation de la part des Chinois. Mais je pense qu'ils veulent, comme l'Iran, garder la porte ouverte, même s'ils ne s'attendent pas à ce que cela mène à grand-chose.
they don't think much will come of it. And every time he talks to Xi Jinping, Et chaque fois qu'il parle à ses chefs, l'appel téléphonique est décrit comme excellent. Mais monsieur l'ambassadeur, si nous nous mettons à la place du gouvernement chinois et que nous regardons ce qui se passe en Amérique latine, avec Cuba, avec le Venezuela en ce moment, ainsi que tout ce qui se déroule en Asie occidentale et en Ukraine, tout cela montre que l'objectif principal, c'est la Chine. it all shows that the main goal is China. Somehow Yeah, you no. can. That's right. And it's very C'est clear. exact, et c'est But très then, you see, clair. this goes back to what Mais we were ensuite, talking about. vous voyez, cela nous ramène à ce dont nous parlions au début. Il n'y a pas de processus politique, il n'y a pas de stratégie. Ainsi, plusieurs personnes au sein de l'administration adoptent une position très dure envers la Chine. Le président Trump semble vouloir montrer qu'il peut gérer la relation avec la Chine, qu'il est, vous savez, un homme fort comme Xi Jinping. En réalité, ils sont bien différents, bien sûr, tant par leur personnalité que par leur système politique. Xi Jinping est un président. He's a president. He presides over Il préside un politburo. Il est le premier parmi les membres de ce politburo, mais ce n'est pas un dictateur. Il ne peut pas simplement claquer des doigts et faire en sorte que tout le monde se mette au pas. Et la Chine a aussi sa propre vie politique. On vient de le voir avec la purge de certains généraux. Vous savez, on se débarrasse des généraux pour l'une de trois raisons. La première, c'est qu'ils ne font pas leur travail efficacement. Ils ne fournissent pas la force militaire, la formation ou quoi que ce soit d'autre que vous leur avez demandé de produire. La deuxième, c'est que vous pensez qu'ils prennent trop d'importance. Ils se constituent peut-être un réseau de partisans avec lequel ils pourraient tenter de vous renverser. Donc ils sont déloyaux, vous le soupçonnez, et vous voulez les désarmer. You suspect that, and you want to disarm them. And the third reason, of course, is that they are corrupt. Et la troisième raison, bien sûr, c'est qu'ils sont corrompus. Mais ici, je dirais simplement que, vous savez, le président Trump a un problème et qu'il est lié à l'armada au large de l'Iran, les dossiers Epstein. Il doit détourner l'attention de ces dossiers. Et une grande partie des discussions à leur sujet me paraît ridicule. Et vous savez, tout tourne autour de Trump. Eh bien non, ce n'est pas le cas. C'est l'ensemble de l'élite politique du monde occidental qui se révèle être dépravée, corrompue, irresponsable, amorale, immorale. Vous savez, les dossiers Epstein sont un reproche adressé à tout le système démocratique occidental, qui est désormais, vous savez, en gros ce qu'ils disent, c'est que si vous êtes un plutocrate, si vous avez beaucoup d'argent, si vous êtes un oligarque, vous pouvez tout vous permettre. You're an oligarch, you can get away with anything. There is no accountability. And Trump is the ultimate oligarch. Il n'y a aucune responsabilité. Et Trump est l'oligarque ultime, une sorte de symbole de tout ce qui ne va pas en Occident en ce moment. Bien sûr, savoir s'il a réellement fait certaines des choses que les dossiers suggèrent est une autre question. Mais nous n'avons pas, eh bien, je reviens toujours à cela. Il n'y a aucune politique, aucun cadre, aucune stratégie concernant l'Iran. Il n'y a aucun débat aux États-Unis sur une guerre avec l'Iran. Aucun. Le Congrès ne fait pas son travail. En principe, avant que les États-Unis n'entrent en guerre, il devrait y avoir une discussion et une autorisation du Congrès. Mais les républicains se comportent comme une secte. Ils feront tout ce que leur chef suggère. Ils saluent simplement et ne le remettent pas en question. They just salute and go and don't question him. Of course, they're beginning to a bit because the United Bien sûr, ils commencent un peu à le faire, parce que les États-Unis ont leurs propres problèmes dans des endroits comme le Minnesota, des problèmes de légitimité. Vous savez, si les Iraniens étaient des habitants du Minnesota, peut-être que la violence n'aurait pas eu lieu. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les habitants du Minnesota ont fait preuve d'une retenue remarquable en s'opposant à des politiques clairement inconstitutionnelles et autoritaires. Dès que vous devenez violent, le gouvernement répond par la violence. Et c'est ce qui s'est passé en Iran. Donc oui, pas de débat,
Pas de stratégie. Tout tourne autour de Trump. Il veut montrer qu'il peut diriger le monde, qu'il peut diriger le Venezuela, qu'il peut diriger l'Iran. Je soupçonne qu'il ne sait presque rien de l'Iran. Absolutely. Ambassador, Absolument. Monsieur l'ambassadeur, vous avez mentionné l'affaire Epstein. Et nous savons que les médias britanniques essaient d'en rejeter la faute sur la Russie et sur le président russe, en liant Epstein à ce dernier. Vous vous souvenez, lorsque le sabotage du gazoduc Nord Stream a eu lieu, les médias britanniques ont tenté de convaincre le public du contraire. Il y avait un expert militaire et professeur d'université nommé Michael Clark. Je me souviens qu'il avait passé 5 minutes à essayer de persuader tout le monde qu'il était dans l'intérêt du gouvernement russe de faire exploser son propre gazoduc vers l'Allemagne. Et maintenant, ils essayent de faire la même chose. Pourquoi cela? Et comment? La campagne ne se limite pas à la presse britannique. C'est un effort pour détourner l'attention d'Israël. En d'autres termes, il ne s'agit pas de blâmer la Russie, mais d'excuser Israël. Epstein était lié aux Israéliens. Il était clairement manipulé, peut-être soutenu par le Mossad. Les courriels et autres informations qui ont été rendues publiques le prouvent clairement. C'est donc une tentative de blanchir Israël. Alors, comment fait-on cela? Eh bien, on trouve le bouc émissaire universel, Poutine. Tout ce qu'il fait est terrible, donc on peut lui en attribuer la faute. Je suis surpris qu'il ne l'ait pas encore imputé à Khamenei, mais peut-être que cela viendra. I'm surprised I have not blamed it on Khamenei, but maybe that's coming. No, that's what. De toute façon, non. C'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas autre chose. Et on le voit aussi bien dans la presse américaine que dans la presse britannique, cette propagande. C'est triste. Et bien sûr, pendant que nous parlons, le Washington Post a pratiquement cessé ses activités. Vous savez, un grand journal américain vient d'être vidé de sa substance. Nous voyons les médias, les réseaux sociaux comme TikTok être modifiés pour éviter toute critique d'Israël. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas. Vous savez, les preuves d'un lien entre Epstein et Moscou sont très, très faibles, tandis que les preuves d'un lien avec Tel Aviv et Jérusalem sont très, très fortes. Donc voici le test. Pouvez-vous mentir avec succès et convaincre tout le monde de ce mensonge? Je ne pense pas que ça fonctionnera dans ce cas. Pensez-vous que l'Europe soit encore dans cette situation en ce qui concerne l'Ukraine? Tu veux dire qu'ils se mentent à eux-mêmes? Oui, bien sûr. Ils commencent à reconnaître que la guerre est perdue, que l'Ukraine va devoir faire des compromis, qu'elle ne peut pas récupérer ce qu'elle a perdu et qu'elle devra offrir autre chose en plus si elle ne veut pas que la guerre continue. Et si la guerre continue, nous savons à quoi ressemble la carte de la Novorossia. Elle inclut Odessa et toute la côte de la mer Noire. On entend maintenant que les Russes se préparent à aller vers Odessa au printemps, une fois que la boue aura durci. Donc non, l'Ukraine est en grande difficulté et les gens commencent à le reconnaître. Quand on regarde l'Europe, sa position et sa politique à l'égard de l'Iran, pensez-vous que l'Europe a essayé de définir sa politique en Asie de l'Ouest? Sont-ils en train de le faire? Nous avons vu la chancelière allemande se rendre en Arabie saoudite, essayant d'une certaine manière de remplacer la Russie par l'Arabie saoudite et les États arabes pour l'approvisionnement en énergie. Mais je pense que c'est tout à fait impossible. Il faudrait très longtemps, voire jamais, pour y parvenir, car ils ont leurs limites. Je parle des États arabes. Ils ne sont pas comme la Russie, juste à côté, aussi proches de l'Europe. Alors comment voyez-vous la politique globale des Européens en Asie de l'Ouest? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait une politique cohérente et je ne suis pas sûr qu'ils soient capables d'en produire une.
Je veux dire, l'Union européenne semble être structurée de manière à frustrer plutôt qu'à faciliter les décisions politiques de ce type. En gros, si vous essayez de faire quelque chose de hardi ou d'audacieux pour l'Europe, vous êtes puni, pas aidé. Et le leadership politique européen est actuellement très faible. Le plus fort, c'est Meloni en Italie. Macron est, vous savez, presque fini. Merz n'a pas de grand soutien. Starmer est également en grande difficulté. Il y a partout des partis populistes de droite qui montent l'Alternative für Deutschland, le Rassemblement national en France, et vous savez, le groupe UKIP en Grande-Bretagne, Nigel Farage et ainsi de suite. Et bien sûr, Meloni elle-même a un passé fasciste. Donc le seul gouvernement qui semble éclairé et décisif en ce moment, c'est l'Espagne, sous Sanchez. Vous savez, il vient de faire quelque chose de très judicieux concernant l'intégration des immigrés dans la société espagnole, et il ne veut aucune part dans la guerre européenne contre la Russie. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les Européens sont arrivés à une conclusion. Ils ne peuvent plus dépendre des États-Unis. C'est un point sur lequel ils sont tous d'accord. L'implication, c'est qu'ils devront finir par élaborer des politiques indépendantes, mais je ne vois pas comment ils peuvent y parvenir avec leur structure actuelle. Ils sont trop divisés. Et bien sûr, ils se tournent vers les Arabes, parce que les Arabes ont de l'argent. Alors pourquoi ne pas se tourner vers eux? Vous savez, c'est quelque chose que l'Iran devrait faire, chercher des investissements arabes. Au final, ce sera peut-être la solution au problème de l'Iran, une forme d'intégration régionale plus poussée, et peut-être que cela arrivera. Comment voyez-vous cela? À mon avis, la position ou l'influence que les États arabes ont eue au cours des 30 ou 40 dernières années a changé de manière assez radicale par rapport aux politiques américaines dans la région. Comment cela va-t-il influencer l'ensemble de la situation? Non, je pense que les intérêts américains en Asie occidentale ont été considérablement réduits. Les États-Unis assumaient autrefois la responsabilité de maintenir la stabilité de l'économie mondiale, ou du moins de l'économie en dehors de l'ancien bloc soviétique. Cela signifiait protéger la production de pétrole dans le Golfe Persique. Nous n'assumons plus cette responsabilité. Les Américains ne se considèrent plus comme les régulateurs ou les policiers économiques du monde. Et ensuite, nous sommes désormais concurrents dans la production pétrolière. Les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole au monde. Cela signifie qu'au lieu d'avoir intérêt à soutenir, par exemple, la production pétrolière saoudienne, nous sommes en concurrence avec l'Arabie saoudite. Il y a toujours eu une contradiction entre l'OPEP, créée pour faire monter les prix, et la politique américaine, qui favorise des prix de l'énergie bas. Et maintenant, nous avons une administration qui est en fait d'accord avec les producteurs de pétrole pour dire qu'il ne devrait pas y avoir de véhicules électriques, que tout devrait fonctionner avec des moteurs à combustion interne. C'est absurde, mais c'est ainsi. Il nous reste donc deux intérêts principaux. Le premier, c'est le transit. Il faut survoler l'Asie de l'Ouest pour aller de l'Europe à l'Asie. Et tant que les États-Unis peuvent survoler la région ou passer par le canal de Suez en bateau, nous restons une puissance mondiale. Nous pouvons aller n'importe où sur le globe. Nous avons donc intérêt à maintenir la liberté de navigation et de transit dans la région. L'autre question concerne Israël, qui est enracinée dans la politique intérieure américaine. La relation avec Israël engendre un problème lié au terrorisme, car les personnes qui s'opposent à Israël ne disposent pas de forces aériennes ni d'armes sophistiquées, et recourent donc à une guerre non conventionnelle, que nous appelons terrorisme. Ainsi, les intérêts américains dans la région ont été considérablement réduits. Et en réalité,
Comme je l'ai déjà dit, à mon avis, nous nous laissons utiliser par Israël à des fins israéliennes. De plus en plus d'Américains s'y opposent. On le voit au sein du Parti républicain, avec des figures nationalistes comme Tucker Carlson, qui demandent « Pourquoi faisons-nous tout cela pour Israël? Qu'est-ce qu'ils font pour nous ?» Et bien sûr, on voit maintenant que le camp démocrate est très pro-palestinien et n'est plus pro-israélien. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est que personne ne comprend l'Iran. Et tout le monde pense que l'Iran est terrible. Vous savez, quelqu'un m'a envoyé une discussion entre des Iraniens à propos de la création d'un lobby aux États-Unis, et ils en riaient. Bien sûr, c'est impossible, car l'Iran dit que les États-Unis sont le grand Satan. Non, mais les Américains croient que c'est l'Iran le grand Satan. Alors pourquoi laisserait-on Satan créer un lobby? On ne le ferait pas. Et c'est là où nous en sommes. C'est en partie pour cela que Trump adopte cette posture hostile envers l'Iran. Il lui faut un ennemi pour détourner l'attention d'autres choses qui se passent ou ne se passent pas. Je pense qu'un des autres problèmes auxquels il est confronté est d'ordre intérieur. La popularité de Donald Trump est en déclin aux États-Unis. C'est pourquoi beaucoup de gens soutiennent que ce genre de comportement vient peut-être de là, ou de questions liées à la politique intérieure. Ça en fait partie. Je veux dire, en gros, on ne peut pas trouver de justification de politique étrangère à ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Tout est dicté par Israël. S'il n'y avait pas Israël, il n'y aurait pas de problème. Les États-Unis ne se soucieraient pas beaucoup de l'Iran, et dans la mesure où ils s'en soucieraient, ils chercheraient probablement à renforcer leurs relations avec l'Iran plutôt qu'à les affaiblir. Mais non. Israël dirige notre politique, et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que l'Iran peut y faire. Le peuple américain semble en avoir assez, et c'est ainsi que la situation se corrigera. Nous sommes encore, peut-être, une démocratie. Il n'est pas tout à fait clair à quel point nous le sommes encore, mais nous le sommes peut-être suffisamment pour que le peuple puisse changer les politiques du gouvernement. Nous verrons. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, je te souhaite un bon retour chez toi et je serai heureux de poursuivre notre dialogue à ton retour. When you get there.